The interview. Alors du coup, je vais refaire votre votre petite présentation. Donc Valentin, tu es né à Tahiti et as vécu ta tendre enfance à Saint-Égrève dans l'Isère et tu as fait l'ARFIS à Villeurbanne en filière assistana. Exactement. Et toi, Loïc, tu es né, ou enfin, à Voiron. Oui, je suis né à Voilà, Rouen, tu es ouais. né à Voiron, du coup, et puis tu as vécu à Voiron, du coup, j'imagine, ou pas du tout? Alors, Voiron, j'y ai vécu juste la période du lycée, sinon, toute ma jeunesse, je l'ai fait à Marseille. D'accord. Voilà. Et ce qui est, pour la petite anecdote, ce qui est rigolo, c'est que Voiron et Saint-Égrève, c'est vraiment juste à côté. Ouais. Et en fait, avec Valentin, on s'est connus à Lyon, quoi. Donc, on est issus vraiment du même, limite du même patelin, mais on s'est connus à Lyon pendant nos études. C'est beau. Oui, le Et destin. du coup, tu as fait l'ACFA Multimédia de Lyon. Est-ce que du coup, Exact. vous pouvez peut-être préciser un peu euh, vos habilités, comment dire, vos spécificités à chacun de tous les deux, parce que du coup, vous avez des formations qui sont différentes, et comment vous avez été amené à vous rencontrer pour travailler sur des projets. Oula, alors déjà on s'est rencontrés parce que, alors pendant nos études, parce qu'on avait des amis en commun. Euh, euh, et alors, qu'est-ce qui nous a amené à travailler tous les deux? Je m'en rappelle plus. Si, moi, je me rappelle très bien, parce que j'ai assez bonne mémoire sur les trucs comme ça. C'était, ouais, effectivement, on s'était rencontrés tous les deux, parce que donc lui était en école de cinéma, moi en école de son. On avait des amis en commun, on s'est rencontrés en soirée, etc. Et puis c'est là qu'on ça a commencé à matcher. Et je me souviens même d'un soir où tu étais passé chez moi. Puis on a dû se descendre 2-3 kits de vin tous les deux. Il a commencé à me parler de sa manière, enfin de ce qu'il écrivait. Bon, il avait déjà pas mal de projets sur lesquels il bossait en écriture à l'époque. Moi, pareil, j'avais déjà commencé à pas mal composer la musique et tout. Je faisais beaucoup de par mes études de son à l'image. Et puis, alors ça, je me souviens plus comment c'est arrivé, mais tu es venu vivre chez moi pendant quelques mois. Oui, c'est ça. Il est venu vivre chez moi pendant quelques mois et c'est à ce moment-là qu'on a eu l'idée de Caverne. Donc après, au niveau des spécificités, bon, je laisserai Valval expliquer lui ce qu'il fait, mais moi, effectivement, j'ai fait une école de sound design de manière large, mais bon, le sound design, c'est un mot un peu fourre-tout, mais on va dire que ma spécialité, c'est la création sonore et le montage son à l'image. Je compose aussi de la musique. Et voilà, aujourd'hui, j'ai une société avec mon associé Damien Sauzé et on fait essentiellement ça. Donc, c'est-à-dire du sound design à l'image pour, ça peut être des courts-métrages, des films, des pubs, du jeu vidéo. On travaille sur un jeu vidéo actuellement et on commence aussi à produire un peu des contenus images sur lesquels on bosse avec Valval. D'accord. Voilà. Et de mon côté, donc comme vous avez dit, j'ai fait ma spécialisation dans les métiers de l'assistanat. Ça englobe beaucoup de choses, hein, assistant réalisateur, régisseur, assistant de production, c'est quand même très large. C'était des études sur 3 ans, avec une première année générale où on voyait un peu de tout, que ce soit image, son montage aussi. Et ensuite, je me suis spécialisé. Moi, ma spécificité, c'est que je m'étale beaucoup un peu de partout. J'aime bien tout découvrir. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enchaîné beaucoup de tournages bénévoles dans un premier temps. J'avais fait des stages aussi dans ce que j'avais fait dans les études. Et de fil en aiguille, j'ai voulu faire tout plein de projets, que ce soit décoration, que ce soit en script, après en costume et tout. J'ai vraiment voulu tout essayer. Et puis un jour, je me suis dit, juste avant le confinement l'année dernière, je me suis dit, bah, allez, je m'achète du matos caméra, je m'achète du matos son un minimum, et puis je me lance, je fais ce qui me plaît. Donc c'est ce qui m'amène aujourd'hui à faire des réalisations avec Loric et tout plein de belles choses, quoi. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'avant, bien avant Caverne, enfin non, bien avant Caverne, avant Caverne la même année, on avait tous les deux bossé sur Canflush.
Oui. Donc, on avait déjà eu un peu un projet en commun sur lequel on a bossé. Donc toi, tu étais script, il me semble. Ouais. Et moi, j'ai co-composé la bande originale du film, enfin toutes les musiques, quoi, avec mon collègue de l'époque, Arsène. Voilà. Can Flush qu'on a bien aimé aussi. Oui, qui a été un coup de cœur. Ouais. Ouais, bah c'est vraiment chouette de voir Camille dans tous ces personnages. C'était assez amusant, quoi. À fond. Mm. Il y a Stéphane qui chauffe. Il a fait une proposition sur votre âge. Ah. Il dit 26 ans. Ouais, bon, allez, on va lui accorder à une année près. On a. T'es un champion, Stéphane. Heureusement qu'il est là. Qu'est-ce qu'on ferait sans Stéphane? Bon, qu'est-ce que vous lui offrez? Qu'est-ce que Sofa VOD offre Toute notre estime. Une Switch au moins, non. Ouais, Stéphane, il est déjà VIP sur le salon, sur le chat. J'avoue. Yes, bah du coup, vous avez quand même un beau parcours, mine de rien. Est-ce que, du coup, on va parler un peu de Caverne, et je pense qu'on va beaucoup parler de Caverne au final. Est-ce que vous pouvez nous pitcher le film avant qu'on le regarde? T'es chaud? T'as un pitch? Non, j'ai pas de pitch, mais. Non, bah après, il y a un terme que j'aime pas trop parce qu'on l'utilise à tort et à travers, mais c'est vrai qu'on peut dire que c'est un film un peu onirique, métaphorique, quelque part. Oui. En tout cas, c'est un film musical à travers lequel on a voulu faire passer un ou des messages, on va dire. Et voilà. Oui, un film expérimental, un premier film qui nous a aussi servi à nous construire, à montrer ce qu'on sait un peu faire, quoi, à l'époque. Voilà, c'est un peu pour ceux qui connaissent la caverne de Platon, c'est un peu une métaphore de l'allégorie de la caverne de Platon, quoi. Quelque part. Mais du coup, c'est marrant parce que bon, Platon, si tu veux, bon, là on sort du pitch. Hein. mais c'est marrant de constater, c'est la réflexion que je me faisais tout à l'heure en repensant un peu à ce film, parce que bon, faut savoir que le film, on l'a tourné il y a quoi, 3 ans maintenant? En 2018. Voilà. Été 2018. Voilà, donc c'est pour ça, là, on fait appel quand même à des vieux souvenirs. Donc en y réfléchissant, je pensais au retour des gens. Et c'est vrai que vu que c'est un film musical où on n'entend pas les dialogues, etc., c'est vraiment l'image et la musique qui communiquent, les messages que les gens interceptent ne sont pas les mêmes. Il y a des gens qui viennent me dire « Ah oui, bah, c'est un film qui parle du rapport à la télévision ». Il y en a qui vont me dire « Oui, c'est un film qui parle du rapport au couple, à la nature. ». Et je trouve ça super cool, en fait. Je trouve ça super cool que chacun tire un petit peu un message différent de ce qu'il a vu. Il y en a qui pensent au Covid aussi. Ah ouais, alors, on est un peu les Simpsons à ce niveau-là du Covid, on l'avait prévu. Ouais, mais après, il y a le contexte social qui joue beaucoup dans l'interprétation. Il y a Stéphane qui veut vous donner du travail, je sais pas, il dit je veux bien leur contact, je cherche des sound designers pour ma série. Apparemment, Stéphane qui travaille sur une série cherche des sound designers. Magnifique. Je vais lui répondre, je vais lui donner mon mail. Il nous contactera avec plaisir. Bah alors Stéphane, tu fais une série, tu nous en as pas parlé. Mais si, c'est fait plusieurs fois qu'il nous en parle en plus. C'est vrai? Bah oui. Tu l'écoutes pas, Maxime. J'étais pas là la dernière fois qu'il était en direct. C'est vrai. Bah okay. du coup on va regarder Caverne pour se remémorer le film et puis on en parlera plus amplement une fois qu'on l'a vu. Ok. Allez, c'est parti.
Bon, merci beaucoup Stéphane, en tout cas, de tous ces messages, ça fait plaisir. Et je pense que ça fera plaisir aussi à Corentin qui a fait le montage de la vidéo et l'étage. Ouais. Je pense que je vais commencer par raconter une petite anecdote. Parce que je pense que ça a été déterminant. Je sais pas si on en a déjà reparlé tous les deux. Mais il y a un truc qui a été un peu déterminant, je pense. C'est que j'étais sur Paris quelques temps avant qu'on commence à écrire le truc, le projet. Et je reçois un message de Valentin qui me dit demain, il y a une avant-première d'un film de Quentin Dupieux sur lequel j'ai bossé. Et moi, j'adore Quentin Dupieux, donc voilà, tu m'invites à voir une avant-première d'un film de Quentin Dupieux, je suis ultra chaud, quoi. En plus, on était sur Paris, etc. Ouais. Donc, du coup, le lendemain, on va à cette avant-première. C'était le film Au Poste, avec Benoît Poulborne. Et en fait, on a eu du coup l'opportunité de discuter un petit peu avec lui, quoi. Et Valentin lui a posé pas mal de questions. Je ne sais plus exactement ce que tu lui avais demandé, mais en gros, comment il en était arrivé là, un peu, voilà, s'il avait des conseils à lui donner pour voilà, quelqu'un qui est un jeune réalisateur. Ouais. Parce que pour son parcours qui est un peu particulier à Quentin Dupieux, et puis ce qu'il a fait, qui est complètement extravagant, je trouve ça génial qu'il réussisse autant. Donc ouais, je lui ai posé la question de base, quoi. Voilà, et du coup, après, on a repris le train pour rentrer à Fontainebleau, là où on logeait dans la soirée, et je sentais que Valentin, il y avait vraiment un petit déclic qui s'est passé à ce moment-là, où il y a eu un sursaut de motivation en mode ouais, bah vas-y, je peux le faire aussi et tout. du coup, voilà, après, on est rentré à la maison à Lyon, et puis le projet est venu, je sais plus comment, franchement. Moi, je me rappelle qu'on en a discuté sur le tas, on s'est dit viens, on fait un truc, et on l'a écrit du jour au lendemain. Ah oui, ça par contre, c'est vrai que l'écriture, ça a duré une journée, hein. Pas plus. C'est du jour au lendemain, on s'est dit vas-y, on le fait dès que possible. Donc on a écrit, préparé, tourné. Ça s'est passé hyper vite. Ouais, c'est ça. Et du coup, moi, à l'époque, toi, tu avais fini les cours. Ouais, j'avais fini les cours. Moi, j'étais dans ma dernière année d'études et j'avais 2 mois de stage à faire. Ouais. Et le truc, c'est que j'avais pas trouvé de stage qui m'intéressait. J'avais trouvé des stages, mais franchement, c'était bidon, quoi. Et donc je suis allé voir la directrice de l'école, je lui ai expliqué le projet, je lui ai dit bah voilà, on a écrit un court-métrage avec mon collègue, machin, j'aimerais bien prendre ces 2 mois normalement où je devrais faire mon stage pour le passer à faire la préparation du tournage, quoi. Et elle m'a dit écoute, tant que tu as une asso qui peut signer papier et tout, vas-y banco. Elle m'a fait confiance et ça a été super parce que du coup bah ouais, j'ai eu vraiment 2 mois avec Valentin pour préparer à fond le tournage qui est intervenu juste après que j'ai été diplômé dans l'été, quoi. Cool. Ouais. Bah, c'est bien quand ça se passe comme ça. Ouais. Oui. Ouais, du coup, l'avantage aussi, et je crois que c'est vraiment, moi en tout cas, le souvenir que je garde de ce tournage, le plus chouette, c'était l'équipe, parce qu'on a eu une grosse équipe. Ouais, qui ont travaillé bénévolement, et c'était franchement que des gens ultra talentueux, ultra intéressants, et c'était trop ouf. Surtout pour moi qui viens pas du domaine de l'image, d'arriver sur un plateau de tournage et de voir tous ces petits corps de métier, voilà, faire la mise en place et œuvrer pour qu'au final il y ait ce rendu là, et on leur doit mais vraiment énormément sur le rendu final, parce que voilà, que des gros talents, quoi. Ceux qui ont tout fait, quoi. Vous étiez combien du coup sur un tournage? On était une vingtaine. Ouais, une vingtaine, ouais. Un truc comme ça, 25. Après, ça dépend des moments, extérieurs ou intérieurs, mais... Ouais. J'ai vu que vous aviez qu'il y avait Studio M dans le générique. Du coup, vous avez tourné dans les studios de Studio M. Comment ça s'est passé? Exactement. En fait, l'école où j'étais, ACFA, ouais. C'est au sein de Studio M à Villeurbanne. Voilà.
Et donc du coup, ils ont un studio, un bon studio ciné à l'intérieur de l'école. Et là, pareil, hein, je suis allé voir le directeur, la directrice, et je leur ai demandé, bon, bah, est-ce que c'est possible pendant l'été, quand vu qu'il n'y a pas d'étudiants, etc. Je sais que l'école reste quand même un peu ouverte. Est-ce qu'on peut avoir accès au plateau de tournage? Et là, pareil, ils ont été super sympas et nous ont laissé tourner. Voilà, ils nous ont laissé le plateau pendant 3 jours parce que finalement, du coup, le tournage, ça s'est tourné en 2 parties. La partie intérieure dans un premier temps. Ouais. Voilà, on a monté le décor, on est arrivé avec l'équipe. Une fois que le décor était monté, ben, on a tourné pendant 2 jours. Et ensuite, démontage. Et après, on est allé du côté de la Chartreuse pour aller tourner les plans en extérieur. Voilà. D'accord, ouais, vous êtes retourné aux sources. Exactement, c'est ça. Pour en profiter, il y a une montagne à côté. C'est ça, non mais franchement, on va souvent se balader dans le coin et tu remarques que les paysages sont extraordinaires. T'as juste envie de poser la caméra et après c'est tout, c'est fou. Ah mais c'est bien de profiter de ces espaces-là pour faire des films et s'en servir. Ah ben, le cadre est incroyable. C'est-à-dire, on a tourné, pour ceux qui connaissent, vraiment pas très loin du monastère de la Grande Chartreuse. Là où il y a les monillons qui fabriquent l'alcool, quoi. Et les habitués, vous êtes repartis avec quelques bouteilles. D'ailleurs, il nous a fallu le raccord au moine Chartreux pour tourner. Ah oui, parce que c'était sur le terrain Ouais, c'est ça. de l'abbaye. Top. Ouais, d'ailleurs, ils nous ont surveillés pendant le tournage. Avec, Ils avaient une petite équipe perchée là-haut, ils nous regardaient tourner, voir si on faisait pas de conneries. Ouais, ils étaient curieux, ça doit pas arriver tous les jours. Bah, c'est clair. C'est clair. Et Et, Stéphane, franchement, tu vois leur monastère, c'est incroyable, c'est Poudlard, hein, Ouais. sans déconner. C'est là aussi, ça donne envie d'aller tourner. Mais bon, personne n'y a accès pour le coup. Eh, mais vous avez un contact avec eux, hein, il y a moyen de moyenner à l'avenir. enfin, c'est un contact. En fait, il faut passer par la mairie d'abord. Chartreuse. Ouais. Écoute, si vous avez envie de faire un court-métrage sur les origines de Voldemort, un truc comme... Ah, vraiment. Ça existe déjà. ça existe déjà. Merde. Et d'ailleurs, la maquilleuse qui était sur Caverne, c'est elle qui s'est occupée du maquillage de House of Guns. Violette. D'accord. Ok. Pour Et j'ai vu pareil, j'ai vu que vous remerciez Milibou, le magasin de meubles. Comment Ouais, ça s'est passé? Ils vous ont prêté des meubles, c'est ça? C'était incroyable parce que à une semaine avant le tournage, on avait 0 décor. On a dû tout faire en une semaine. C'est-à-dire que la personne qui devait s'occuper du décor a fait un peu un faux plan, quoi. Ah oui. Et voilà, on s'est retrouvé au dernier moment. Putain, il faut trouver tous les décors. Donc franchement, je crois on a passé 3 jours à crapahuter dans tout Lyon. C'était la course contre la montre pour tout trouver en fait, hein, parce qu'il y avait du décor, hein, mine de rien. Entre la moquette, les tapisseries, les meubles, tous les petits accessoires et tout, on a couru de partout. Et Milibou, on l'a tenté au culot, c'est-à-dire on est allé les voir, on leur a dit voilà, on tourne un court-métrage, on a besoin de quelques meubles, on cherchait des trucs un peu dans le style années 80 parce que c'était notre direction artistique. Ouais. Le mec, trop sympa, il nous a dit oh, mais ok, pas de souci, il a vu le dossier de production et il nous a prêté les meubles gratos. Donc, il nous a dit tant que vous les abîmez pas, qu'ils reviennent dans le même état, moi j'ai aucun problème. Donc, et alors, est-ce qu'il y a eu des choses totalement c'était très gros budget, enfin c'est des meubles qui valent hyper cher en plus. Ouais, mais donc comme quoi, des fois il faut y aller au culot et ça peut passer. De rien. Non mais c'est top. Moi je me souviens pour le BTS, on était allé se fournir chez Emmaüs pour les meubles. Ah bah oui. On avait filé chez Emmaüs, petite convention de prêt, on repartait avec ce dont on avait besoin et on se fait des trucs sympas hein, comme ça. Bah ouais, carrément. La débrouille. Yes. Non mais en vrai c'est ce qu'il faut faire, se faire prêter des meubles par des organismes qu'en ont comme ça. Surtout si c'est pas longtemps, parce que là j'imagine que vous avez tourné une journée à peine.
En 2 jours? À l'intérieur. À l'intérieur, oui, oui, sur Ouais. 2 jours. Pour être Intérieur, tranquille. Ouais, bah voilà, sur 2 jours, ça se fait, quoi. C'est bon, on avait quand même un plan travelling avec le rail et tout le merdier qu'on a recommencé pas mal de Ouais. fois. Il y avait il y avait toute une mise en scène voilà, à travailler. Et du coup, le décor, alors Stéphane disait qu'il aimait bien du coup l'ambiance et les décors et que ça méritait de décortiquer. Qu'est-ce que vous avez mis dans le décor comme message? Qu'est-ce qu'il y a comme élément, on va dire, important qui peut nous aider quoi, à orienter notre interprétation du film? Qu'est-ce que ça dit sur les personnages? Parce que c'est quand même très symétrique la manière dont c'est fait. Je crois que le côté très symétrique, ça a été vraiment une sensibilité artistique et esthétique, surtout, sans... si, il y a peut-être un message là-dedans, dans le sens où si tu regardes, parce que là, il y a le contraste quand même entre l'intérieur, qui est très humain, et l'extérieur, qui est très naturel. Et si tu regardes bien, nous, ce qu'on construit les humains, tu as les bâtiments, c'est toujours des angles droits, tout droit, carré, machin, etc. Quand tu vas dans la nature, ça n'existe pas. Tout est un peu difforme dans tous les sens, etc. Oui. Donc du coup, on a cherché le contraste à tout prix et le côté symétrie, même dans la tapisserie où tu as un rappel des formes et des figures, etc. C'était totalement voulu pour créer le contraste entre quelque chose de voilà, très cadré, qui est aussi ce sentiment un peu d'anxiété, parce que tu es, voilà, t'es étouffé par l'intérieur. Et quand il sort, voilà, là, tu as les grands espaces, tu as la forêt, l'eau qui coule, etc. Et c'est du contraste esthétique. Il y a même un contraste au niveau de l'image parce qu'on a l'intérieur qui est Oui. quand même très sombre, très cosy, Oui. et l'extérieur qui est extrêmement lumineux. Et puis avec des couleurs qui tranchent, je veux dire l'extérieur c'est très vert, alors que l'intérieur au contraire c'est très bleu, bleu sombre quoi. C'est ça. J'ai remarqué aussi, à un moment donné, il y a le cadre du coup qui représente. Ils n'ont pas de nom les personnages, je crois, hein, mais On va les appeler le Camille. personnage qui joue par Camille, qui est tombé. Et donc à la fin, il y a le côté symétrique qui est cassé avec d'un côté le cadre qui est plus là parce que le personnage est mort, je pense. Et de l'autre côté, par contre, tout est intact. Et c'est vrai qu'il y a ce décalage qui est créé, ça casse un peu la symétrie et c'est sympa comme idée, je trouve. Il y a le sens du détail en tout cas. C'est un peu ce dernier plan, c'est un peu une idée avortée, quoi. C'est-à-dire que lui, son but, c'était de la sortir elle, de lui montrer qu'est-ce que c'était l'extérieur, etc., de l'ouvrir à un nouveau monde, un nouvel état d'esprit, tandis que elle a décidé de rester enfermée dans ce qui l'a réconforté, donc c'est-à-dire le monde qu'elle connaissait déjà, quoi. Et vous parliez, Vas-y Guillaume, vas-y. parlez beaucoup de. Je reviens un peu sur ce qu'on dit avant, le décor, etc. Vous disiez que ça a été quand même beaucoup de débrouilles ou de location de matériel ou ce genre de choses. Du coup, le budget, on n'en a pas parlé, mais combien le film a coûté au final Ouf. Alors en fait, c'est moi qui ai tout mis. J'ai d'abord fait un On a le banquier en face de nous. Et donc j'ai tellement dépensé à l'aveugle que c'est très flou, mais ça dépasse les 3000. D'accord. Ça dépasse Ouais, ça m'étonne parce que pas. je me rappelle bien de la facture pour l'image seulement, c'était 2005. Ouais, c'est ça. Location, 2005. lumière et matériel de tournage. Machinerie, lumière et caméra et. D'accord. Oui. Et du coup, vous avez utilisé quoi comme matériel caméra? Vous avez quoi comme caméra? Une FS7. D'accord. Voilà, une FS7. Et ouais, pareil, le travail à l'image grâce à Étienne Mordier.
qui a beaucoup fait. Franchement, il a fait un travail de dingue. Un travail de dingue. On avait juste à lui dire, voilà, on veut ci, on veut ça. Il avait les trucs en tête. Et puis il était même d'une grande force de proposition. Ah oui, non, mais c'est sûr que sans lui, ça n'a pas du tout le même rendu. Hein. Ouais. Ça a été vraiment tous, hein, mais lui particulièrement, il a été un point essentiel du projet. Puis même, tu sais, quand je montre le court-métrage à des professionnels, des gens avec qui je bosse à Paris et tout, ils me disent tous, putain, mais le cadreur monstrueux. Voilà, ils font tous un big up au travail d'Étienne. Ah ouais, au niveau de l'image, il y a vraiment du bon travail, hein, ça c'est clair. Stéphane faisait la remarque au niveau de l'étalonnage, mais même sur la post-prod, il y a du gros travail qui a été fait et bien fait et ça se voit. Yes. Bah, c'est gentil, merci bien. Il y a Stéphane qui se reconnaît plus ce soir parce qu'il fait trop de compliments. Vous l'avez convaincu avec votre film. Ah bah, ça c'est rare. C'est rare. Ah bah, putain. Et alors, je me rappelle d'une chose, c'est que en fait notre idée de base, elle part d'un passage dans Harry Potter. Ouais, Ouais. On voit James et Lily dans un cadre qui bouge. Oui. Et comme on aime tous les deux beaucoup Harry Potter, notre idée de base, on s'est dit, ok, il nous faut un cadre comme ça à l'intérieur des personnages qui bougent. Oui, c'est vrai que c'était un peu l'idée de base. Ouais. Et puis ensuite, il y a toutes les idées qui se sont mélangées ensemble et ça a fait ça. Mais l'idée de base, on était vraiment parti là-dessus. On veut un cadre avec des gens qui bougent à l'intérieur. Ça, c'est sur le plan de fin que ça prend forme, cette idée-là. Ouais, c'est ça. Ouais, mais je pense que c'est même cette idée du cadre, quelque part, qui a un peu derrière donné l'idée de la caverne de Platon, d'avoir des gens qui sont enfermés là-dedans et tout ça. Mais encore une fois, on a du mal à parler de l'aspect vraiment création, parce que déjà, encore une fois, c'était il y a peut-être 3 ans et demi qu'on l'a écrit. Et ça s'est passé vraiment en une journée. C'est-à-dire, on a eu la première idée, la seconde idée, et vraiment toute la journée. Et à la fin de la journée, on avait l'idée. Après, on a fait évidemment tout le travail de découpage technique, etc. Mais le concept en soi, en une journée, c'était plié. Et ça, c'est cool quand ça arrive, ce genre de choses. Ouais. C'est vraiment l'inspiration qui frappe. Et du coup, le cadre dans le cadre, quelle signification? Le cadception, là? Qu'est-ce que vous vous êtes dit derrière ça en vous disant il y a une autre personne qui regarde la nature avec un cadre posé au milieu de nulle part avec des gens en train de regarder la télé. On répond à toutes les questions, mais honnêtement, cette signification, on va la garder pour nous. C'est libre interprétation aujourd'hui. Trop déçu. Et vous en pensez quoi? Non, mais c'est pour rester aussi dans cette idée de le côté enfermé, le côté, je sais pas, peut-être pour faire un écho très, très rapide à ce côté, garder ce côté très encadré, c'est-à-dire qu'on est humain, on vit dans une société, dans un truc cadré, on est cadré dans des cadres et tout, et c'est pour renforcer ça surtout. Pour renforcer cette idée-là à la base. Cette idée-là, d'ailleurs, on l'a eu tout à la fin, parce qu'à la base, ça devait juste se terminer sur un plan. C'était bon, on va vous dire le secret. Non, mais c'est en fait, le plan de fin à la base dans notre esprit, c'était vraiment ce travelling avec la caméra qui sort et on découvre le cadre dans la nature. Ouais. Et là, il y a mon frère Nico, au détour d'un apéro, qui a travaillé aussi sur le projet en direction photo, qui nous fait ouais, pourquoi la caméra elle ressortirait pas aussi de la télé? Et là, on se retrouve dans la pièce initiale. Et on a fait banco en fait. Ça marche trop bien. Ah ouais, non, mais ça marche trop bien, effectivement, c'est une trop bonne idée. Ça clôture bien le truc, quoi. C'est ce qu'il nous fallait. Bah, en fait, ça donne vraiment l'impression que quelque part, ils sont en train de se regarder
en train de se regarder, eux, au milieu de la nature, dans un cadre. Enfin, il y a tout ce, en fait, il y a ce côté-là où on a envie de sortir, on se prive de nature à cause du cadre, à cause de la télévision, de l'écran. Et on regarde des gens en train de faire des choses. En final, la télé, les écrans, tout ça, enfin les films, bah, on regarde la vraie vie à travers un écran. Et je trouve que c'est ça, quelque part, que ça signifie, ce plan-là. Ouais. En tout cas, ce qu'a voulu dire Platon principalement par son allégorie, c'est un message surtout sur l'ouverture d'esprit en fait. Mm. Sur le fait de, oui, on vit tous dans notre propre petit monde, dans notre propre petit intellectuel, on voit tous les choses par notre prisme, et en fait, c'est extrêmement compliqué des fois de juste changer de point de vue Ouais. et s'ouvrir à d'autres choses. Et le message de fond, en fait, c'est ça. Après, on peut le traduire par le biais des écrans, des cadres, des trucs, des machins, mais le message de la caverne de Platon, à la base, c'est ça. Et donc, c'est aussi le message qu'on a voulu faire passer dans ce court-métrage, quoi. Et autre remarque, sur la fin, vraiment, dans les toutes dernières images, on voit le reflet du coup du décor, et dans les cadres, il n'y a pas de photo. Ça, c'était voulu. Oui, bah, Ça, j'imagine c'était que c'est tout à voulu. fait Du coup, je vous demande pourquoi. Bah pour moi, ça signifiait aussi que c'était pas les seuls. C'est une ouverture en fait, c'est ouvert à tout le monde. Il y a eux qui sont dans cette situation-là, mais il n'y a pas que. En fait, c'est pour montrer que c'est un message au spectateur, à la personne qui visionne le court-métrage. C'est un peu comme un. Voilà, c'est Black Mirror, voilà, on le dit. Non, je déconne. Non, mais plaisanterie mise à part, ouais, voilà, c'est aussi un petit miroir tendu à la personne qui regarde. C'est une invitation à la réflexion. Moi, je trouve intéressant, c'est que dans un sens, c'est le même décor, tu vois, c'est le même environnement. On le reconnaît parce qu'on l'a déjà vu, avant. Et c'est une personne différente qui éteint la télé, ça se voit. Et il n'y a pas les photos. Donc, quelque part, c'est un peu un après, genre la personne qui a vu un peu, ben, la télé, ce qui s'était passé, là-bas avant. Et maintenant, je vous donne une interprétation aujourd'hui parce que j'ai des clés d'interprétation supplémentaires par rapport à la première fois qu'on l'a vu. Avec mon épouse, là, on a démarré une série sur, Netflix, je crois, qui, je sais plus le titre exact, mais en gros, ça raconte, pourquoi les femmes tuent leur mari. Et en fait, il y a tout un truc comme ça, à travers trois époques différentes, avec des femmes qui tuent leur mari dans la même maison. Et, et en fait, ça me fait penser à ça, surtout en fait, à partir du moment, bah, que la femme tue son mari, donc du coup quelque part elle a une raison de tuer son mari, et en fait on a l'impression d'un éternel recommencement. Vous voyez, comme c'est le même salon, etc. Bah, il y a la suite qui se prépare dans un sens, et ça pourrait être un éternel recommencement comme ça. Ouais, ça c'est intéressant. Et ça s'appelle comment du coup ce reportage là C'est une série, cette série? ouais, comment les femmes tuent leur mari, je crois, ça s'appelle, mais Ah je suis ok. pas, Ouais bon, bah, c'est très simple. Ouais, bah, je suis pas ouais, non, sûr, ça. du tout, hein, parce que Bah, il doit y Si, avoir je crois que aussi c'est un truc comme ça, ouais, ça me parle aussi. qui doit être bien abordé là-dedans, quoi. je vais juste vérifier pour pas dire de conneries. Mais oui, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'effectivement, on pourrait aussi se dire que c'est d'un côté, c'est un peu pessimiste comme fin. Moi, je le vois aussi comme une manière de dire, c'est pas les seuls à être enfermés, et il y a des gens, ils voient des gens qui restent enfermés, et pourtant ils continuent à rester enfermés à regarder la télé, en sachant, Ouais. en se moquant peut-être des personnes qui, eux, restent enfermés à l'image, quoi. Ouais. Un peu une mise dans Bah, ça te l'abîme. rappelle rien. Ah, mais on peut faire plein de parallèles avec ça, sans déconner, avec ce qu'on connaît tous les jours. Oui. C'est-à-dire, voilà, ça serait trop simple de parler de la télé-réalité ou des trucs comme ça, mais sans déconner, on peut arriver sur des sujets comme ça très facilement, hein. Ah bah oui. Et il y a aussi un petit message caché, c'est que aussi la personne qui éteint la télévision, c'est Lorik. Ouais.
Donc on voulait mettre ce côté-là, le petit clin d'œil en mode c'est les créateurs qui maîtrisent le truc. Bah, c'est un peu oui, la personne qui a mis le couple dans le cadre Ouais. et qui a la main là-dessus. Ouais, un peu comme un être supérieur qui maîtriserait la vie. Bah, en tout cas, qui maîtrise la vie ou qui maîtrise une sorte de système, quoi, quelque part. J'ai retrouvé du coup le nom de la série à laquelle je faisais référence. Ça s'appelle Why Woman Kills, donc pourquoi les femmes tuent, tout simplement. Ok. Donc je vous invite à aller voir. Je pense que vous apprécierez. Ouais. Ah, mais c'est rigolo, à une époque où on parle des féminicides à fond, tu vois, où plein de gens se battent Oui. contre ça. On fait une série sur les meufs qui tuent leur gars. Ah bah ça change. Mais c'est hyper intéressant. Bon, moi j'ai vu que le début, donc je connais pas la fin, donc je pourrais même pas vous Je vois spoiler. bien la réunion de producteurs avec quelqu'un qui arrive avec une idée. On va prendre à ça contre-pied m'intéresse, le truc. sur les féminicides et tout. Ça m'intéresse pas trop. Par contre, si on fait l'inverse, là. Ouais, non. Ok. Bon, mais oui, ça a l'air intéressant. Au niveau du casting, comment vous avez fait votre casting? Est-ce que vous avez fait des auditions ou est-ce que le choix des acteurs s'est porté naturellement? Naturellement, parce qu'on avait déjà travaillé avec eux deux sur un autre clip. Un clip du groupe Fat Loads qui existe toujours. Oui, qui existe toujours, réalisé par Geoffrey Likes, qui est un de nos meilleurs potes. C'est sûrement grâce à lui qu'on s'est rencontrés avec Valval parce qu'ils étaient dans la même école. Voilà, et il y avait déjà sur ce projet Julie et Camille. Et puis on avait également travaillé avec Camille sur Quinte Flush. Hein, donc effectivement, c'était naturel. Puis on a tout de suite pensé à eux, puis on avait genre ultra confiance parce que c'est des super comédiens. Ah bah encore une fois, Camille crève l'écran Ouais. dans ce Non, film. puis avec Camille, il a, tu sais, à l'image, il a quand même une forme de charisme où tu sais qu'il va se passer quelque chose quand tu le filmes. C'est sûr. Ouais, c'est vrai qu'il est très communicatif en fait, naturellement. Moi, je l'avais vu une fois dans Quinte Flush et quand j'ai vu Caverne, j'ai dit ah tiens, lui, je l'ai déjà vu, on l'a repéré et voilà, on sait, on le connaît alors qu'on l'a vu qu'une seule fois et on le retient en fait. Moi, je le reconnais jamais au premier coup d'œil parce que il change tout le temps de visage ou de forme dans les films qu'il fait. C'est un peu un Transformers. Il a cette capacité-là, je trouve, à vraiment. Je crois que c'est ce qui lui plaît le plus aussi. Hein. Je crois que ça lui plaît beaucoup justement de se transformer dans plein de types de personnages différents. Le côté accessoires, costumes, coiffure. Je me souviens dans Quinte Flush quand il s'est vu pour la première fois chauve et vieilli avec le maquillage. Putain. Ah oui. C'est excellent ça. Doc. Et ben, je voulais juste poser une dernière question par rapport à Caverne, sauf si t'en as d'autres, Guillaume aussi. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience de tournage? Est-ce que vous en ressortez grandi? Est-ce que ça vous donne du coup des envies de faire d'aller plus loin dans la réalisation de fiction, par exemple? Si je dois commencer déjà, vraiment à chaque fois que j'en parle, la première chose qui revient, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, le travail avec l'équipe. Parce que ça m'a fait rencontrer beaucoup de personnes. Ça m'a fait découvrir beaucoup de métiers différents, de techniciens que on connaît pas forcément. Parce que bon, en plus, moi, je suis sound designer, donc je suis plutôt amené à être en post-production, enfermé dans mon studio. Mais d'être là sur le plateau et de voir tous ces gens qui travaillent et qui mettent en œuvre des choses pour aller dans le même sens, c'était ça qui était beau à voir. C'est ça que je retiens principalement. Et voilà. Donc ça c'est cool. Après pour ce qui est de la suite, ouais franchement, moi j'écris pas mal. C'est une nouvelle passion que je me suis découvert en plus du son. Vraiment d'écrire des trucs. Après, du coup, oui j'ai beaucoup d'idées perso, mais voilà, il faut à un moment donné, il faut du budget, il faut du temps pour faire les choses.
C'est pas toujours évident, donc peut-être que l'occasion se présentera un jour, mais c'est vrai que là, ça va être un peu compliqué à l'avenir. Mais avec Valentin, on réalise pas mal de pubs en ce moment. Peut-être très certainement un documentaire, bon voilà, via ma société, comme j'expliquais tout à l'heure, prochainement. Et donc ça aussi, c'est assez sympa parce que mine de rien, ça nous exerce beaucoup. Et je crois qu'on apprend aussi beaucoup dans cette expérience-là, qui est peut-être un peu plus cadrée, mais avec un peu plus de contraintes. Mais du coup, ça aussi, on en sortira grandi. Et peut-être que le jour où on aura l'opportunité de se remettre sur de la fiction, bah, voilà, on sera plus apte à aller encore plus loin que ce qu'on a déjà fait. Ah, excusez-moi. Et donc, de mon côté, si je dois... Alors, le court-métrage Caverne, moi, c'était aussi à la base... donc, l'idée, c'était vraiment de faire mes preuves. Comme j'avais pas mal de compétences, mais surtout à l'organisation des tournages, tout ça. Je sais que j'avais pas mal de contacts à cette époque-là, tous mes contacts de l'ARFIS. Et donc, je rejoins Lorik là-dessus, c'est que l'équipe technique, on leur doit beaucoup. C'était une expérience, mais dingue, de travailler avec eux tous, avec autant de matos aussi. C'était vraiment l'opportunité. Moi, j'ai mis tous mes jokers que je pouvais. J'ai mis... c'était vraiment... et puis aussi... il y a aussi toute une équipe, parce qu'il y a l'équipe de tournage sur Lyon, il y a aussi l'équipe de tournage à Saint-Pierre-de-Chartreuse. J'ai rencontré du monde là-bas et j'ai pu continuer à travailler avec eux après. C'est une association qui s'appelle Bruit de Cour et ils nous ont aidés, et ils nous ont aidé aussi à créer ce cadre géant à la fin. Il faisait 2,50 m par 4 mètres, je crois. Et on a dû le trimballer sur le dos en montagne, je ne sais où. Et puis il y a un opérateur drone sur Lyon qui m'a prêté main forte parce qu'on se connaissait. Et donc c'est super chouette à tout le monde. Et on a, vraiment, tout le monde a sué ensemble et c'était vraiment une expérience de dingue. Et ça, j'ai vraiment envie de. Ça m'a donné envie de continuer, et évidemment, d'en faire plus. Et faire plus de bêtises et plus de bêtises. Ouais, c'est un peu moi je suis vraiment comme un enfant quand je fais tout ça. Je trouve que c'est ce qui est le plus beau. Et quelles ont été les retombées du film finalement une fois que vous l'avez fait? Est-ce que vous avez eu beaucoup de retours? Est-ce que vous l'avez envoyé en festival? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous en avez fait du film une fois qu'il était On a tenté les festivals. Après, je m'y suis pas penché assez sérieusement. On a été accepté nulle part dans ce que j'ai tenté. Et aussi, il est sorti très tard, le film. Parce qu'on l'a tourné en 2018, été 2018, et je sais plus quand finalement on l'a sorti. Je crois que c'était en 2019 ou 2020. Je sais plus trop, quand on l'a officiellement sorti. Mais ça a pris un peu de temps parce que... La vie a repris son cours pour tout le monde, ça. donc ensuite la finalisation du film a pris son temps, vu que c'était pas quelque chose qui était forcément prioritaire dans la tête de tout le monde. Bon, c'est vrai qu'à côté de ça, on a tous un peu nos vies, nos projets professionnels, etc., quoi. Mais du coup, oui, effectivement, aussi le moment où on a commencé à l'envoyer au festival, c'était aussi les premières heures du Covid. Ah bah oui, voilà, c'est ça. On l'a sorti en 2020. Du coup, voilà, c'était vraiment tout début 2020. C'était janvier 2020, 2 janvier, février 2020. Ensuite, il y a le Covid qui est arrivé. Donc, du coup, voilà. Pour le Covid. Niveau festival, c'était pas... Ouais, vous avez pas de timing, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pareil, tu vois. Moi, le premier gros projet que j'ai eu en 2020, c'était un court-métrage sur lequel j'ai fait tout le montage son et le sound design pour Virginie Kahn. Je sais pas si ça vous parle. C'est une entité en fait dans le monde de la danse contemporaine. Et donc, c'était vraiment un court-métrage à gros budget. Et donc, du coup, un truc sympa, tu vois, et qui devait être diffusé à Cannes et tout ça. Et puis, au final, pareil, il y a eu le Covid entre-temps. Donc là, à ce jour, je sais pas où il en est, ce court-métrage, au niveau des festivals et tout ça. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup de projets. Bon, c'est pareil pour tout le monde. Heureusement, il y a Sofa VOD. Oui, il aura une belle vie sur Sofa, je suis sûr.
Bah, en vrai, Ça serait bien. votre court-métrage, comme il est sorti qu'il y a un an, il est encore éligible pour la plupart Oui. des festivals. Hein, faudra qu'on en rediscute parce que votre film, vous nous l'avez déjà confié. Mais si vous êtes partant pour de l'exclu, nous on prend en charge l'inscription en festival, donc ça pourrait peut-être relancer une On est seconde tout vie à fait, sur votre film, quoi. on est complètement partant parce que, enfin, nous, on n'a pas le temps de s'occuper de ça du tout. Ouais, je Ce qui comprends. fait qu'on l'a un peu laissé. Ouais, et puis en plus, franchement, voilà, on vous l'a déjà dit, votre projet, il nous plaît beaucoup. Donc si on peut y prendre part, c'est avec grand plaisir. Tac, c'est noté. C'est noté. Non, non, mais oui, parce que c'est vrai que les festivals, mais c'est ça, c'est pour ça qu'on a proposé ça aussi aux créateurs, nous, la diffusion au festival, etc. Parce que c'est quelque chose qu'effectivement, tout ce qui est communication, etc., souvent sur les projets comme ça, c'est toujours un peu compliqué parce que bah, la communication, c'est un métier. Déjà, il y a le budget, la plupart du temps, il part dans la création du court métrage et pas non plus dans la diffusion. Enfin, voilà, c'est quelque chose auquel on pense pas forcément. Ça. Et même nous, les premiers avec Maxime, quand on fait des films, on pense pas forcément tout de suite à la communication derrière et à ce qu'on va en faire après. Donc, Bah, c'est ça. Je crois La première qu'on idée y qu'on a a, même c'est pas. faire le film, quoi. C'est ça. On n'y a pas pensé du tout. Nous, le but, c'était, voilà, on a une œuvre artistique qu'on a envie, qui était très instinctive et qu'on avait envie de mener à bien. Et ensuite, le reste est venu après. Hein. C'est vrai que ça peut paraître un peu dommage, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Déjà, rien que pour l'expérience et voilà ce qu'on a vécu, ça valait le coup. Même si derrière, il n'y a pas énormément de diffusion, c'est pas grave. Il y aura d'autres projets pour ça. Mais bon, il faut bien grandir, il faut bien expérimenter des trucs. Voilà, ça fait partie de notre petit parcours. Quoi. ouais. Il y a Stéphane qui dit pas accepter, c'est dingue comparé au cours du Nikon, ça mériterait sa place. C'est Voilà. clair. Je crois qu'il vous aime bien, bah, Stéphane. Oui. Bah, Il vous typiquement, propose de je savais produire même si pas vous avez des que bonnes faire, idées, et apparemment il peut produire. moi, dans ma tête, Nikon, fallait filmer avec un Nikon. Donc déjà, c'est pour ça que j'ai pas postulé là-bas. Ouais, mais non, en fait, tu filmes avec ce que tu veux, c'est complètement libre. Ouais, d'accord. Nikon, en fait, Ok. tu gagnes un Nikon à la fin si tu as sur certains prix, en fait. C'est Nikon qui l'organise. C'est vraiment un coup de communication au final qui font ça depuis 10 ans. Mais oui, le but c'est d'inviter les gens à utiliser des Nikon à la fin pour faire des films. Mais du coup, personne n'utilise des Nikon pour faire des films. C'est vrai que pour le coup, ils ont réussi leur coup de com' avec ce festival là de vidéos, etc. Mais au final, très peu de gens utilisent des Nikon pour faire des vidéos. Donc, c'est un peu dommage pour eux. Ah, mais c'est pour ça que je trouvais ça dingue. Il y avait des courts-métrages, des fois, que je voyais sur Nikon Festival. Je me suis dit, waouh, ils ont fait ça avec un Nikon. C'est incroyable. J'étais sur le cul. Je me disais, c'est pas mon level du tout. Je suis pas fait Ouais, pour ça. mais non. Et honnêtement, je pense que si vous demandez quelle caméra ils ont tourné, des Nikon, il ne doit pas y en avoir beaucoup sur les 1500 films de cette année-là. Ah ouais. Ok. Ah, parce qu'il y en a, ils font pas semblant, hein, ils louent du gros matériel, ils mettent vraiment les moyens pour le Nikon tous les ans. Voilà, c'est le défi de l'année, quoi. L'occasion de faire un court métrage avec un thème particulier, quoi. C'est l'événement. Après, est-ce que les gens font des films avec des Nikon? C'est vraiment une toute petite minorité. Hein. Enfin, voilà, je sais pas vous, mais moi, faire un film avec un Nikon, c'est la dernière idée qui me passerait par la tête. Oui. Bah, c'est pas vraiment fait pour ça à la base. Oui, Si. bah alors, il y a sûrement photo, que si, il y a des fonctionnalités qui sont faites pour ça, mais c'est vrai que c'est une marque qui est très orientée photo historiquement et qui l'est restée. Et en fait, c'est pas rentré dans les habitudes des gens de filmer avec des appareils Nikon parce que il y a d'autres qui sont passés avant, qui l'ont fait super bien et qui leur ont grillé la priorité. Aujourd'hui, on fait des films avec du Pana, avec du Sony, voilà, tous ces grands-là, quoi. Donc Nikon, il passe un peu après.
Du coup, on va peut-être passer rapidement à Can't Flush, du coup, un projet sur lequel vous avez travaillé tous les deux. Est-ce que vous pouvez nous pitcher Can't Flush? Oula. Ah, voilà, c'est bon, j'ai pitché Caverne, tu te démerdes. Tiens, prends ça. Bah, Can't Flush, en plus, moi j'en ai très peu de souvenirs parce que j'ai fait que script vraiment dessus. Donc, bah, alors, j'ai même oublié l'histoire. Bon, allez, c'est bon, c'est Ouais, mais en fait, comment le pitcher sans dévoiler la fin? C'est ça qui est compliqué. On va dire que c'est un groupe de personnes qui se ressemblent, chaque comédien étant interprété par Camille Charrière, et c'est un huis clos. Et ils sont invités à jouer un jeu assez morbide, hein, il me semble, où finalement le dernier vivant héritera d'une fortune. Ouais, ça me semble Voilà. pas mal. Ça me semble Si pas mal. j'ai bonnes mémoires. De mémoire, ça me semble correspondre au film. Du coup, je propose qu'on regarde les quelques premières minutes, parce que le film dure 20 minutes, donc on va pas le regarder en entier ce soir. Je crois que ça va être la première fois que je vais le voir, Non, tu déconnes. je crois. Allez, c'est Enfin, parti. ah ben non, pas en entier. Bonjour à tous et merci d'être venus. Comme je vous l'ai expliqué dans la lettre, Charles de Montigny vous a désigné comme ses potentiels héritiers. Je dis bien potentiels, puisqu'il s'agit aujourd'hui de choisir qui d'entre vous héritera de sa fortune s'élevant à 3 milliards 597 millions 960 693 euros et 90 centimes. Les conditions de Monsieur de Montigny sont les suivantes. Vous avez 1 heure pour choisir à l'unanimité la personne qui figurera sur le testament. À défaut d'avoir conclu une entente, aucun d'entre vous ne percevra la dite somme. Je tiens également à vous informer que vos téléphones portables ne vous seront d'aucune utilité. Ne les supportant pas, votre hôte a brouillé le réseau. Et c'est parti. Attendez. Là, si j'ai bien compris, on doit tous voter pour un mec qui va se faire un max... Un mec. L'un d'entre nous, en tout cas. Qu'est-ce que tu veux, toi? Sacha, enchanté. Et la réponse est oui. Il y a l'unanimité. S'il vous plaît, ne nous emballons pas, 3 milliards, c'est une sacrée somme. Et je pense que l'on devrait d'abord se présenter. Apprendre à mieux se connaître, parce que 3 milliards... Je vais commencer. Alors, je m'appelle Chris. Pour être concis, j'ai donné ma vie à une entreprise et pour des raisons économiques, j'ai été licencié. Et alors? Toi, t'as eu droit au chôme du, moi j'ai dû monter ma boîte tout seul. Aujourd'hui, j'ai plus rien. Parce que ça te fait rire, toi? Pardon? Un problème, la grande folle? Oui, j'étais en train de me dire que... J'ai failli faire couler mon mascara. Pardon, continue. Ouais. Et aujourd'hui... Non, mais vraiment, là, je peux plus. Toi, putain, ta gueule. Ok. Toi. Voilà, toi. Alors, t'as quoi, toi? T'as le sida, tes parents sont morts, t'as perdu ton travail.
Non, sérieusement, t'as quoi? Bonjour, je m'appelle Bastien déjà. Bah alors, sida, je sais pas, j'ai jamais fait le test, mais j'ai perdu tous mes jobs. Par contre, j'ai pas perdu mes parents, mais ils m'ont viré. Eux aussi. Ah, et j'ai plus droit au chômage, ça compte ça, hein? Non? Non. Faut que je remette le son, c'est mieux comme ça. Voilà, du coup, pour le court extrait qu'on a regardé de Quinte Flush, je vous invite à aller le voir sur YouTube pendant qu'il y est encore. Sur Sofa, pour les pionniers, s'il y a des pionniers qui nous regardent, Voilà, le ou film sur- est ou disponible sur Sofa déjà. Tout à fait. Alors pour la petite anecdote, c'est donc Vas-y. Camille Charrière et Étienne Quentin qui ont coécrit ce projet-là. Et je sais que Camille, on discutait beaucoup à l'époque parce qu'il était très inspiré de Orphan Black, la série qu'on peut retrouver sur Netflix. Et justement, moi je l'ai regardé avec ma copine là, très récemment. Ça faisait des années que Camille me tannait pour que je regarde ça parce que c'est un peu le même principe. Il y a une comédienne qui joue peut-être une vingtaine de rôles différents. Et à chaque fois, bon, elle est grimée différemment, les cheveux, machin et tout. Et c'est très impressionnant dans l'acting où en fait elle change totalement d'acting pour chaque personnage. C'est très très bien fait. Et voilà, c'est ce que Camille a essayé de reproduire sur ce projet-là en quelque sorte. Il y a Stéphane qui dit c'est C'est tourné quoi sur fond vert. La réponse est non, dites-moi. Non, non, du tout. Ouais, c'est ce qui me Absolument semble. pas. C'est tourné à Lyon, vers Perrache, dans un appartement. C'est ça. Place D, comment c'est? Oh, Ouais, je sais plus. Bref, ouais, bah, bref, vers la place là, qui est à la gare de Perrache. D'accord. Place Carnot. La place Carnot, voilà, exactement. Bah, c'est un appartement de place Carnot. Comment vous êtes retrouvé sur ce film, du coup? Oh, honnêtement, c'était il y a longtemps, j'en ai plus aucune idée. Je sais que c'est Camille qui est venue me voir pour me demander de faire la musique. Et ensuite, Étienne est venu me parler également, et puis on s'est lancé là-dessus. Je sais aussi, je me souviens que j'étais encore une fois dans ma dernière année d'études, et que encore une fois, mon école a été suffisamment sympa. Je suis allé les voir en leur disant, bon, bah écoutez, j'ai ce projet de court-métrage, là, ça va me prendre du temps, et ils m'ont fait sauter quelques cours. Pour que je puisse, avec Arsènois, composer la musique. Et puis c'est également des copains à moi de ma classe qui ont fait le montage son. Donc voilà, c'était assez cool. Et toi, du coup, Valentin, t'as fait le script, hein, si j'ai bien compris. Ouais, j'ai fait script. Je crois que c'est Quentin qui m'a appelé parce que. Alors, je me rappelle plus du tout comment ça s'est passé, mais c'est soit lui, soit Camille. Oui, parce que en fait, c'est ce dont j'ai du mal à me rappeler, c'est comment on s'est retrouvé dans le même réseau avec Camille. Je sais plus du tout. Je sais que ça vient de Camille, mais je sais plus du tout comment j'ai rencontré Camille à la base. Moi, c'est parce qu'on le connaissait déjà des études. Ouais. Nous. Ouais, mais ça doit être comme ça. On a dû se croiser en soirée, discuter, et puis voilà, hein, c'est comme ça que ça se fait. Pour ce film, qu'est-ce qui a été le plus grand défi pour vous sur vos affectations Pour moi, script, c'était très tortueux, vu qu'il fallait que tout soit bien raccord et tout, qu'il y ait bien, qu'il n'y ait pas d'erreur, parce que c'est Camille de partout, donc il ne faut pas qu'il y ait d'erreur en contre-champ, etc. Mais surtout que c'est la première fois que je faisais script, alors c'était plutôt ça le défi, c'était aussi la découverte. Et l'expérience, alors, ça t'a donné envie de faire script ou t'as lâché l'affaire? Non, c'était une très bonne expérience. Je savais de base que je voulais pas forcément être script, mais non, ça m'a pas dégoûté, c'est sûr. Mais c'est une expérience bonne à prendre. J'ai pas mal appris quand même sur ce court-métrage. C'est vraiment l'exercice qu'il fallait, quoi. Avec tous les... Bah ouais, pour quelqu'un comme toi qui est voué de toute façon à être réalisateur, avoir expérimenté un peu tous les corps de métier dans le cinéma, c'est important. Ouais, c'est hyper important. De se rendre compte des choses. Et du coup, Lauric, t'as travaillé sur la musique?
Ouais, c'est ça. Avec, comme je disais, mon pote Arsène, avec qui j'étais en cours, qui est un excellent musicien. Moi, c'était la première BO que je composais. Euh, du coup, en fait, à l'époque, avant que ce soit tourné, on a lu le scénario et puis Camille et Étienne, ils nous disaient ouais, on voudrait un truc un petit peu, une musique un peu suspense, à la Sherlock, machin et tout. Donc moi, pas de souci, j'adore ce style de truc. Donc on avait commencé à écrire pour un quatuor à cordes. Et donc voilà, on a commencé à coucher les partitions, machin et tout, faire une petite maquette. Et en fait, quand les premières images du film sont arrivées et qu'on a collé la maquette à l'image, on s'est dit mais c'est hors de question. En fait, c'est totalement pathos, ça marche pas du tout quoi. Vu que c'est un huis clos qui se passe pas grand chose et tout, Ouais. avoir vraiment genre même si c'était un mini orchestre qu'on visait, tu vois, ça collait pas. Donc en fait, on a eu tout de suite l'idée de se dire non, on va partir sur quelque chose plus avec des synthés modulaires, des trucs un peu plus voilà, des synthés des sons très organiques, etc. Mais sans, tu vois, avoir de tempo ou de tonalité bien définie. Vraiment un truc plus ambiance et tout. Et c'est sur ça qu'on est parti avec Arsène. Sauf pour la scène de fin où il y a il y a un piano qui rentre, mais sinon c'est tout fait au Moog, des synthés comme ça. Ok. Bah, en tout cas, ça rend plutôt bien. Et le film est prenant Ouais. du début à la fin, donc du bon travail. Mm. Top. Ce que je propose, c'est que on revienne loin dans le passé. Donc du coup, Lorik, ben, on n'aura pas la chance d'écouter tes premières créations sonores. Parce que du Désolé. coup, ta première participation, on va dire, vidéo à un film ou enfin quelque chose de visuel, c'était sur Can't Flush. Ouais, c'était vraiment Can't Flush. Sinon, c'est des projets que j'avais fait pour l'école. Et en fait, c'est peut-être ça que j'aurais dû. Mais je n'y ai pas pensé. Voilà. J'ai pas pensé à vous envoyer. J'aurais dû envoyer des projets d'école. Il n'y a pas de souci, on fait avec ce que tu nous envoies. Et du coup, Valentin, toi, tu nous as envoyé un film qui s'appelle Le Documentaire. Est-ce que tu peux nous le pitcher et puis nous dire quand est-ce que tu l'as réalisé? Bah, vous verrez, il n'y a rien à pitcher, c'est vraiment de la connerie, mais de la connerie à l'état pur, quoi. Je stresse de voir ça. Ah, mais moi, je suis en panique, hein. Merde. Je vais me suicider après, je pense. Hein. Ouais, non. Ça risque d'être Les un peu dossiers, très les cool, dossiers. un peu à la Pinoquio, t'as pas envie de regarder, mais tu regardes quand même d'un coin de l'œil comme ça. Non, mais et puis, il y a une époque où bah, j'avais ni caméra ni rien, donc en fait, je prenais des trucs sur Internet, puis je mélangeais tout ensemble avec de la musique, pareil, qui vient pas du tout de moi. Enfin, ça se reconnaîtra tout de suite quelle musique c'est. Et je mélangeais tout comme un gaz. C'était le précurseur des YouTube Poop. T'avais quel âge quand t'as fait ça? Hein? T'avais quel âge quand t'as fait ça? Je sais pas, mais je sais pas. C'était pendant l'école? C'était avant l'école? C'était quand? Non, alors celle-là, je crois. Oh. Ah oui, non, parce qu'en fait, j'en ai fait énormément. Du coup, je sais plus. Moi, c'était le seul que j'ai retrouvé parce qu'en fait, il y a des trucs encore plus vieux qui datent, encore plus gênants, mais ça, je les ai plus. Quel dommage. Mince. Non, mais Faut tout garder. C'est quoi cette manie de supprimer les vieilleries? non, en fait, c'est mon PC qui m'a lâché. Ah, ça, c'est pas de chance, ça. Et ouais. Mais je l'ai encore, ce PC. Je sais pas comment on récupère les trucs de. Ah, faudrait que t'enlèves le disque dur et puis en le mettant dans un dock pour disque dur, tu devrais pouvoir y avoir accès. Ouais. Et à l'époque, du coup, je montais sur. Ça s'appelait Sony Vegas Pro 13. Sony Vegas. D'accord. Je sais pas si vous connaissez. Oui. Si. Voilà. Un vieux logiciel. Je sais pas si ça Ouais, existe. c'est encore utilisé. Ouais, Ok. ça existe toujours. Ok. C'est même encore plutôt utilisé assez régulièrement. Il me semble. Il me semble aussi. J'ai jamais testé. Moi, j'ai C'est parce que ça testé, vaut des- j'ai testé une fois il y a très longtemps, mais genre une journée, tu vois.
Ça t'a pas marqué, quoi. Ah, c'est- ça m'a pas, j'y suis pas resté, donc ça m'a pas plu. Enfin, on va découvrir cette pépite du coup. Oui. Allez, c'est parti. Quel est l'avenir de la Terre? L'extinction à terme de toute forme de vie? Non, parce que la vie est toujours la plus forte, et parce que l'adaptation est une des plus grandes capacités des espèces. Alle diese Verräter werden bezahlt. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlt. Sie werden das saufen in ihrem eigenen Blut. Le nombre de catastrophes naturelles semble augmenter. Des bactéries ont survécu aux éruptions et aux gerbes d'eau brûlante et extrêmement acides. D'autres s'établissent dans les innombrables grottes et passages nouvellement formés dans les profondeurs. Le moindre espace est exploité. En plus d'être des herbivores d'une extrême frugalité, ils s'accommodent de très peu d'humidité. Es wurde ein ungeheuer Verrat gegen das deutsche Volk. Imiter une plante secouée par le vent afin de passer inaperçu est une technique répandue. Et puis un jour, arrive une libellule poussée par le vent. Au final, un nouvel équilibre se fait jour, fragile et sensible, au sein duquel les rôles et les hiérarchies sont remis en question. Et voilà, Que dire ce chef-d'œuvre de l'art moderne. Très conceptuel. Et vous avez ambiancé Stéphane, ça a ambiancé Stéphane qui dit mets ta cagoule, mets ta cagoule. Mais en vrai, c'est réalisé sous acide, mais c'est pas mal. Franchement, je me demande quel a été le déclic à un moment donné, tu vois, où tu t'es dit je vais faire ça, tu vois. Je crois que j'étais chez un pote à ce moment-là. Je me suis tapé un délire sur la musique de Fatal Bazooka. Je me suis dit, vas-y, je crois que je faisais rien de spécial, donc je me suis fait ça en 1 heure, je sais pas. Non, peut-être plus. Ouais. Ah, mais c'était en fin de soirée, c'est ça. En même temps, il regardait Arte. Voilà. Et, Voilà. Ah. Maintenant, je me dis, je me suis beaucoup fait chier pour ça, mais. En vrai, c'est sympa, hein, je sais pas. Non, en vrai, il y a un truc. Il y a clairement Il y a un un truc. truc. Hein. C'est bon. Vous y croyez à ma carrière maintenant? À fond. Faut le mettre en public sur YouTube, là, si t'en as fait d'autres. Est-ce qu'on a un contrat d'exclusivité sur Sofa avec ça ou pas? Je crois qu'il me bloque. Non, Je crois qu'il me bloque. désolé, c'est pas possible. Ah bon? Oh. Ça vous étonne? Ouais. Je suis déçu.
Ne serait-ce que pour la musique, on aura des problèmes. Et après, il y a les images. Non, mais c'est. Ouais. Bah, pour vous le montrer, j'ai mis sur YouTube, mais je crois qu'ils m'ont bloqué la vidéo justement pour aider. Ouais. Pas étonnant. Voilà. Alors, bah, en tout cas, ça ravive des souvenirs, tu vois. Bonne nuit les petits, tout ça. Seuls ceux qui ont plus de 20 ans, ils connaissent. C'est bon. Ah, ça a ravivé des incroyable. souvenirs pour Stéphane qui dit apparemment j'ai travaillé avec Michael sur les premiers Morning Live. Il connaît du monde, Stéphane. Il a du réseau. Mais Stéphane, il pèse en vrai. Il pèse. C'est le sang. Il est producteur pour la télé. Alors là, il travaille plus sur La Réunion maintenant, mais il a bossé un peu dans le milieu avant de partir à La Réunion, donc C'est chouette. il a des contacts. Voilà. Et il est très exigeant. Et là, il vous aime bien, donc vous avez de la chance. Bah ouais. Même le documentaire. Regarde notre émission. Il a tous les vendredis. Yes. Ok, bon, on arrive sur la fin de l'émission. Il y a une dernière question auquel il faut que vous répondiez. C'est quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui se lance dans la réalisation? Waouh. Toujours un... Aller à Paris, pas faire comme nous. Voilà, ça, c'est un mauvais conseil, ça. Ça va. C'est un mauvais conseil, ça. Ah, je sais pas. Je peux répondre quand même, mais je dirais que ça dépend aussi de ses envies, parce que réalisateur, c'est quand même... Enfin, pour moi, c'est une notion assez large, quoi. Tout le monde peut un peu devenir réalisateur, ça dépend de tes ambitions, des projets que tu veux faire. Moi, je suis partisan de... Faut vraiment faire ce qui te plaît et se donner les moyens au maximum pour arriver à tes fins, en fait. C'est pour ça revient à la question, quels sont les objectifs de base, quoi. Mais déjà, il y a deux choses. Je pense que quand tu vois le parcours de Valentin, hein, qui est réalisateur, c'est pas mon cas. Déjà, c'est ce qu'il disait. Il touche à tout. Il a fait à peu près tous les corps de métier qu'il y a dans le cinéma. Hein. Et ça, je pense que c'est super important parce que quand tu es un réalisateur, quelque part, tu chapeautes un peu ton projet. Donc, il faut que tu saches comment diriger, amener tes collaborateurs et ton équipe à aller dans ton sens. Voilà. Donc ça, je pense que c'est la première chose qui est assez importante. Et puis, effectivement, on parlait tout à l'heure de la petite anecdote où on a rencontré Quentin Dupieux. Quand tu lui as posé la question de savoir un peu lui comment il s'était démerdé et tout, lui sa réponse elle a été très simple. Il nous a dit vous voyez, pendant que moi j'avais mes potes qui jouaient au foot, qui jouaient aux jeux vidéo, etc., moi je bossais. C'est ça. Donc à un moment donné il n'y a pas de secret, il faut tryhard, peu importe quel domaine, hein, que ce soit le son, que ce soit l'image, il faut tryhard à fond. Je pense que la plus grande difficulté au début, c'est vraiment de se lancer, en fait, parce que réalisateur, et puis quand t'es personne, tout le monde te dit, te fait bien comprendre que t'es personne, donc pourquoi tu te lancerais sur un si gros projet? C'est difficile de se lancer sans aucune sécurité, j'ai envie de dire. C'est vraiment... Moi, l'année dernière, quand j'ai décidé au dernier moment de lâcher les petits boulots, d'acheter ma caméra et tout, ça s'est fait au culot. Et ça se trouve, je m'en serais pas sorti, mais peut-être que des fois, il faut aussi se lancer, juste se lancer. Moi, c'est parce que j'ai eu un ras-le-bol. Du coup, j'ai voulu me lancer à fond. Je me suis dit, tant pis, si je galère, je galère. Et j'ai eu de la chance, ça a marché. Mais je sais pas, je me dis des fois, et c'est un exemple que j'ai retrouvé chez beaucoup de monde, c'est souvent, les gens galèrent. Et c'est au moment où il y a le ras-le-bol, où il dit, ok, je quitte tout, c'est là que tout marche, en fait. Ouais. C'est vrai que maintenant que tu le dis... faut se lancer, je pense. Faut vraiment arrêter d'écouter aussi peut-être les gens qui sont susceptibles parfois de démotiver, même si tous les conseils sont bons à prendre. Je pense que faut juste se lancer, quoi. Ouais. Faut se lancer. Après, des fois, c'est pas facile parce que tu vois, tous les gens qui bossent dans l'audiovisuel, moi, j'en connais pas un dans mon réseau qui s'est lancé comme ça et puis ça a marché. Enfin, il y a toujours des périodes de galère où tu vois, toi, Valval, t'as fait des petits boulots
de livreur de sushi. Moi, j'ai fait caissier, j'ai livré des pizzas. Enfin voilà, à un moment donné, tu as aussi des passages comme ça qui peuvent être un peu durs, où tu as l'impression d'un peu de t'éloigner de l'objectif, mais il faut garder l'objectif en tête et continuer d'avancer coûte que coûte. Voilà. Au bout d'un moment, si tu veux vraiment, ça risque de payer. Super. Merci beaucoup pour, Merci à vous, les gars. pour tout ça. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup d'être venu à notre émission. Présenter les projets sur lesquels vous avez travaillé. On a hâte de voir vos futurs films. Voilà, quand vous pourrez les tourner, il faudra bien nous tenir au courant. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, à ce propos, Oui, vous diffusez que de la fiction, ou si on fait un documentaire ça peut intéresser. Documentaire, on prend. Il y aura peut-être un projet alors dans ce cas. Avec grand plaisir. Super. Yes, du coup c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, vendredi 18h pour une soirée coup de cœur. Donc on va regarder des courts-métrages et sélectionner nos coups de cœur. Donc c'est l'occasion de découvrir un peu ce qui se fait en ce moment en termes de films. Donc vous êtes bien évidemment conviés à venir regarder l'émission. En espérant que vous soyez au rendez-vous. Et vous preniez l'habitude de venir et réagir dans le chat. C'est ça. Ça marque, on nous a dit... C'est l'émission qui marche le mieux. La découverte de courts-métrages, généralement, Ouais. C'est sûr. Ah ouais, par c'est contre, intéressant. c'est vrai que le soir où vous aviez diffusé Caverne, on était assez impressionnés par les autres courts-métrages aussi. Hein. Il y avait des trucs vraiment chouettes. Oui, mais on a des très bons films qu'on arrive à avoir, donc on est très content de ça. Puis le format court-métrage, au final, on n'en parle pas assez, mais c'est un format qui est quand même super intéressant, parce que c'est un format qui pose plein de contraintes, mais qui en même temps, ça fait voir le cinéma un petit peu autrement, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais par exemple, tu sais, sur le court-métrage, ça va être très difficile de développer quelque chose narrativement qui va être très développé, ou alors justement de développer des personnages, etc. Mais par contre, tu peux arriver plus facilement avec un concept et développer, que ce soit un concept esthétique, philosophique ou je ne sais quoi. Et tu recherches plus l'émotion dans le court-métrage souvent. Ouais. Et c'est une autre façon d'aborder les choses. Ouais, c'est vrai que c'est hyper intéressant. Oui, puis il y a le challenge aussi de la durée, de se dire il faut que je raconte ce que j'ai à raconter dans un temps très court. Pas évident. Ouais. Je pense que c'est pas évident. C'est sûr. Yes. Il y a Stéphane qui dit que c'est un métier difficile, qu'il y a beaucoup de copinage. Et il se sent un peu seul a priori aujourd'hui. Stéphane, il faut que tu nous en dises plus sur ta solitude. Pourquoi te sens-tu Je crois que c'était par rapport à ce qu'on disait, qu'il y avait plus de monde habituellement sur l'émission, et aujourd'hui il se sent un peu seul. Ah, ouais. Cause Covid. Oui. D'ailleurs, en parlant de ça, on ne l'a pas abordé dans les conseils tout à l'heure, mais hyper important, c'est de se faire des contacts, voir un maximum de monde. Ça, le réseau, c'est sûr. Ça, c'est la base. En fait. On n'en a même pas parlé, c'est évident, mais c'est vraiment sans ça, nous, on n'aurait été rien sans ça pour Caverne. Ouais, non, mais c'est dingue à quel point c'est essentiellement ça. Hein. Même moi, je le vois avec ma société. Tu vois, je peux toujours passer du temps à aller envoyer des mails de prospects pour aller chercher du contrat à droite et à gauche, mais au final, c'est le réseau qui fait bosser. Ouais. Il n'y a pas de secret. Hein. Tout à fait. Bon, cette fois, je sonne la fin définitive de l'émission, parce que sinon, on peut être amené à parler pendant des heures comme ça. Ah ouais, c'est sûr. Il faut bien une fin à cette grand-messe du vendredi soir. Du coup, je vous donne rendez-vous vendredi prochain. Je vous souhaite un bon week-end. On vous souhaite un bon week-end et puis à la semaine prochaine. Allez, merci à tous. Salut. Bonne soirée.